et de la déclinaison de la notion d'efficience que l'on peut avoir autour de la ressource qui va servir après à alimenter des animaux. Là, on n'est plus dans l'idée de l'efficience d'utilisation que les animaux vont faire de la ressource, mais de la ressource elle-même et du regard de pluricité ou diversité, multiplicité, pardon, d'efficience que l'on peut apporter. Là-dessus, Harry Archimède, qui est partenaire bien évidemment du projet EHPAD et qui a pas mal œuvré, qui est un chercheur INRA, qui est basé là en Guadeloupe, dans la station là, de l'URZ, et qui donc, connaît bien tout ce qui est les fourrages à la fois tropicaux, mais également des tempérés. On évoquait cette formidable expérimentation là, entre thé et la Guadeloupe, là, sur la comparaison des graminées C3, C4 et leur potentiel d'émission méthane. Harry s'est chargé là, de rédiger ou de produire là, une vingtaine là, de slides, mais dont malheureusement il ne pouvait pas être là aujourd'hui pour les présenter. Au pied levé, hier soir, entre minuit et 1h du matin, on a rapidement échangé en Skype là, sur ce qu'il y a mis. Je vais tâcher donc de vous situer ces éléments en commentant les dias qu'il nous a envoyés. Donc choisir sa ressource dans la multiplicité des efficiences. Et une première dia qui adresse ce que l'on a déjà largement évoqué, la diversité des systèmes que l'on a en production animale. On n'a pas mis d'illustration, il en est passé suffisamment là dans la journée, mais qui sont liés à des choix de ressources. Et on peut avoir des systèmes d'élevage qui vont être spécialisés et qui vont être à très haut niveau de concentré, vont faire de l'engraissement à base de maïs soja. C'est une manière très intensive de faire du concentré. On peut être beaucoup moins intensif en ne l'utilisant que très très peu dans les systèmes de complémentation alimentaire que Jonathan pourrait vous décrire, par exemple des éleveurs au Sahel quand des animaux qui vont au forage tombent d'inanition quasiment. Les éleveurs les remettent sur une charrette, les transportent, ils leur donnent un tout petit peu de concentré, mais c'est des doses vraiment homéopathiques, mais ça permet à l'animal de se remettre debout et puis de repartir. Donc on peut imaginer autour de cette notion-là de concentrer des systèmes plus ou moins intensifs, et de même à l'herbe, on peut avoir des productivités très très faibles, ou, comme Didier vous pourrez vous le relater, faire du blanc-bleu belge en prairie avec aucun concentré, faire 1 kilo par jour sans aucun problème. Il y a également, lors de tout ce que l'on a évoqué également, des systèmes qui sont dits de polyculture élevage, où l'on associe agriculture, élevage, qui vont être plus ou moins intégrés. Des systèmes agroforestiers où la composante arbres, arbustes, qui peuvent être en partie ou également utilisés par les animaux, dans pas mal de zones en Afrique subsaharienne, il y a des périodes où quand il n'y a plus d'herbe, les pasteurs grimpent dans les arbres, émondent les baobabs entre autres. Ça fait de jolis paysages et alimentent ou complémentent leurs troupeaux de cette manière. Une diversité potentielle de ressources végétales, par un dessin entre à la fois des graminées, des légumineuses, les arbustes, les céréales, les tubercules, les racines, tout ça. Tout peut être, comme l'a bien dit Philippe, là, recyclé et utilisé en transformation secondaire. Donc l'animal ou l'élevage en soi n'est pas une production primaire, mais il valorise par contre des ressources primaires, et ça va même jusqu'à des coproduits fibreux de culture, dont on peut aussi imaginer que ces coproduits soient utilisés à d'autres fins. Il y a des cultures d'aliments qui sont à caractère uniquement protéique. Bon, l'exemple du soja, c'est beaucoup pour les protéines, ça fait aussi de l'huile dans pas mal de pays. Il y a également tous ces coproduits de l'agro-industrie, tous les tourteaux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce qu'il y a là comme ressources, mais elles sont très nombreuses. Comment je fais pour aller... Ça marche cette souris ou pas? Ah, voilà.
au-delà de cette terminologie ou nomenclature là, de ressources possibles, on peut aussi se mettre à envisager une diversité de fonctions. Bon, c'est clair qu'on vient de parler beaucoup de l'alimentation, la valeur alimentaire, de la fonction que les animaux ont de s'alimenter à partir de ressources. On peut aussi imaginer d'autres fonctions et Harry est un peu spécialiste là, dans cette vision et cette vis-à-vis des Suds parce qu'il dénote là, de pas mal de fonctions qui sont tout à fait intéressantes, dont par exemple ce terme alicament, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'idée qu'à la fois un aliment soit un médicament. Il y a également des services qui sont à caractère non alimentaire, c'est-à-dire que des ressources peuvent, dans certains systèmes, apporter de l'énergie et servir de combustible. Quand on n'a pas de gaz ou d'électricité, le bois qui va rester après que les animaux aient mangé les feuilles va pouvoir servir de combustible. On vient d'en parler, de fertilisants et recyclage de fertilisants. L'animal, à travers ce qu'il va ingérer comme ressources, va produire des matières qui peuvent être des fertilisants, mais les ressources elles-mêmes peuvent avoir un aspect fertilisation important. Quand on voit comment les stylosantes, par exemple, sont très utilisés dans les systèmes du Sud là, pour à la fois rapporter de la fertilité dans des sols et puis améliorer même, ou aller recycler du phosphore qui se trouve en profondeur. La notion de plante de couverture, bon, le brachiaria et la manière dont le brachiaria s'est développé dans de nombreux pays en tant qu'à la fois plante de couverture qui va servir après à des systèmes de culture qui, eux, seront sans labour et où on va utiliser une plante qui est à la fois une ressource alimentaire potentielle pour des animaux, mais qui peut également contribuer là au système agricole. Et puis ces notions aussi de santé des systèmes de culture, il y a pas mal de systèmes où en associant ou en intégrant des zones d'espace herbacés entre des cultures ou en intercropping par exemple, on va contribuer fortement là, à réduire la pression des parasites ou des adventices ou d'autres aspects. Et puis des impacts environnementaux également, ou des fonctions, ou des valeurs que l'on peut regarder très diverses et qui sont, d'une part, le fait que quand on va cultiver des ressources ou vouloir en produire, ça va consommer des intrants qui contribuent au geste, on a vu, que d'un autre côté, elles peuvent être des pièges à carbone, tout le poids de ce que les prairies dans le futur pourraient représenter en termes de stockage là, de carbone est quelque chose qui monte de plus en plus dans la vision des futurs. On en a très peu parlé jusqu'ici, il y a toute la notion bien évidemment de l'utilisation là, de l'eau, et quand on veut faire de l'élevage, il faut des ressources, et quand on regarde derrière comment les ressources sont produites, il faut savoir qu'il y a quand même une large part, une part fort importante de ressources qui sont produites en irrigation. Bon, je ne fais pas un dessin sur le sud-ouest de la France et les cultures, ou l'Alsace, le maïs en irrigation forte. On imagine bien là derrière les questionnements que ça pose. Et puis d'occupation des terres également. Le débat entre culture, élevage, compétition, non-compétition, et puis enfin des missions plus ou moins importantes qui peuvent être liées à leur consommation suivant que l'on a des plantes fortement cellulosiques ou pas. Si, pourquoi ce truc là n'avance pas? Chier, hein, très bien. Ouais. Je fais rien du tout. Ah voilà. Des valeurs alimentaires variables, bon ça c'est un schéma qu'on retrouve assez classiquement, enfin qui permet à chacun là, de resituer. Bon, ma mauvaise vue ne me permet pas d'aller lire tout ce qu'il y a là-dedans, mais on voit bien à travers un diagramme qui va d'un côté en ordonnée là, inscrire des teneurs en protéines, donc un élément essentiel dans l'alimentation, et d'autre part d'énergie utilisable par l'animal, c'est traduit en unités fourragères. Vous voyez comment depuis des pailles jusqu'à des céréales, on a une très grande diversité, que certains aliments vont être plus à caractère protéique et puis d'autres
un caractère énergétique et que c'est bien de la combinaison de tout ça que l'on produit là des rations alimentaires qui ensuite vont être plus ou moins valorisées par les animaux. Et on comprend à travers ça qu'il y a tout un ensemble de sortes ou de types de ressources. Pour illustrer cet aspect-là alimentaire, voilà un exemple d'un travail là qui a été réalisé là-bas à la Guadeloupe où la préoccupation sur les infestations là, de vers sur les petits ruminants, qui sont un facteur majeur de la productivité. Hein. C'est clair que si vous ne contrôlez pas ça, on perd énormément. Il y a pas mal d'études, par exemple, sur l'Afrique là, qui estiment qu'on pourrait doubler la production des petits ruminants rien qu'en les vermifugeant, simplement en distribuant des vermifuges. Voilà une alternative ici où on regarde la ressource là sur sa capacité par exemple à contrôler ou en tout cas maîtriser le développement des œufs qui se développent dans l'intestin de l'animal et quand on distribue du leucénin en proportion variable ou rien que cela dans la ration des animaux, on voit qu'on diminue très fortement la proportion des œufs que l'on va retrouver dans le tractus digestif de l'animal. On évoquait la question là, de la valeur méthane des différentes ressources. Là. Un travail également qui a été réalisé là, à la station de l'URZ et un petit peu dans la suite du training qui avait été mis en place au début là, du projet EHPAD dans cette comparaison entre les fourrages. Bon, on voit ici comment l'équipe là-bas a comparé différentes ressources que vous voyez entre des plantes de type C4 très tropicales ou des plantes C3 et comment on voit une variabilité là dans les potentiels d'émission et ça a été mesuré avec du SF6 là, donc ces techniques qui permettent avec des traceurs là d'estimer quelle est l'émission qui va sortir du rumen là de l'animal. On imagine là derrière bien évidemment des valeurs différenciées attribuées aux ressources qui vont en elles-mêmes être utilisées par les animaux. Quoi. Sur un autre aspect, qui bien évidemment est quand même quelque chose de très questionnant dans la partie animale, c'est que quand l'animal va ingérer de l'azote, et suivant les proportions qu'il en ingère, au plus il en ingère, au plus il va en partie en capter, mais surtout en remettre là dans le milieu. Quoi. Et quelque part, ça adresse aussi une fonction importante de l'animal qui est quand même de transférer de l'azote en allant le prélever dans un milieu, par exemple de le restituer dans un autre. C'est peut-être pas trop visible dans nos systèmes là du Nord, mais au Sud, la dimension transfert de fertilité et l'idée que des ressources à un endroit, lorsqu'elles vont être consommées, vont contribuer plus loin à la fertilisation d'autres ressources, est quelque chose qui est intéressant. Bon, le diagramme, c'est beaucoup de points, mais enfin, on voit bien là-dedans, si vous faites la somme de l'azote fécal et de l'azote urinaire qui est rejeté par l'animal, vous voyez bien que d'une manière générale, les animaux ne sont pas particulièrement efficients ou gardent peu de l'azote qu'ils ont ingéré. On peut le voir comme un défaut ou comme une qualité si ça sert un petit peu comme je l'évoquais dans cet exemple hein, de fertilisant. Au-delà de ça et de la variabilité qu'on voit dans cette utilisation-là de l'azote, il apparaît de plus en plus là, des questions sur ce qu'on appelle des métabolites secondaires, au-delà des grandes catégories de nutriments et d'éléments que l'on retrouve dans les fourrages, entre les fibres, l'amidon, les sucres, les protéines. Il y a également des métabolites secondaires qui vont être des tannins ou des saponines ou d'autres molécules qui, elles, vont avoir, et on s'y intéresse de plus en plus, des effets également lorsqu'on donne ça en ration aux animaux. Et certaines plantes détiennent comme ça des propriétés où sont riches en métabolites secondaires, et c'est en particulier les arbres et les arbustes, les légumineuses plus particulièrement, et dont on voit à travers pas mal de mesures et d'expérimentations que cela peut favoriser le bypass des protéines, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être dégradées ou perdues là, dans le rumen ou transformées en ammoniac qui sera ensuite uriné, mais que cela va aller dans l'intestin puis que ça peut être digéré ou mieux utilisé ensuite par l'animal. Donc ça c'est
une fonction que l'on peut évaluer. Il y a ses propriétés, par exemple, enthalmatiques, qui ont déjà été évoquées. Et tout cela adresse là des fonctions qui sont à la fois à caractère environnemental, par exemple, limitation là, des gaz à effet de serre, ou de protection des protéines. Bon, quand elles ont une grande valeur et qu'on les perd parce qu'elles sont trop solubles, par exemple, de l'air très très jeune, l'animal va très rapidement les dégrader en ammoniac, et puis ça va être transformé en urée, être remis là dans le milieu. Le fait de combiner avec des plantes et des métabolites secondaires va permettre de moduler, en tout cas on l'imagine là, et d'atténuer par exemple des émissions de gaz à effet de serre ou de mieux utiliser les protéines, donc de rendre l'animal plus efficient. Un aspect où je me sens peut-être un petit peu moins affûté, mais qui dérive là des travaux d'un gars qui s'appelle Preston, là, qui doit avoir un âge certain maintenant, si c'est pas un certain âge, mais qui a été dans les années, quand j'étais gamin, oui, on parlait beaucoup de Preston et il a fait beaucoup de travaux là sur tout ce qui est la valorisation de la mélasse, de la canne à sucre dans les environnements tropicaux. Et puis, je ne veux pas dire qu'il s'est converti, mais très fortement orienté en tout cas vers des dimensions assez agroécologiques d'utilisation là, des ressources dans des systèmes d'élevage. Et entre autres l'idée que dans des systèmes bien organisés, on peut économiser beaucoup d'énergie en utilisant celle qui va venir des ressources qui sont produites directement sur l'exploitation et dont une partie va être donnée aux animaux, ce qui serait digestible, et puis le reste pourrait être valorisé en faisant du gaz, par exemple. Ici, il vous montre comment dans un travail de comparaison entre différentes espèces, des cassia, du cassavas et du manioc, mulberry c'est le mûrier, et puis du coconut, la noix de coco. Vous voyez comment ces différentes ressources ont un potentiel énergétique et comment on adresse là également des questions d'efficience. L'efficience étant adressée ici sous l'idée de fabriquer un charbon de bois qui peut ensuite être utilisé là comme carburant, comme énergie là pour la famille de l'exploitant. Et bon, une façon autre de regarder une ressource. J'ai évoqué à un moment donné les questions d'eau et c'est vrai que bon, c'est pas toujours trop notre culture là ici, peut-être dans la région. Bon, personnellement, j'ai jamais trop travaillé dans des systèmes irrigués, mais le diagramme là que Harry nous met en avant est tiré là de travaux, enfin ou de visions assez larges là de la FAO montre effectivement comment entre des systèmes de culture dits pluviaux, c'est-à-dire qui ne font qu'utiliser l'eau de pluie, ou l'utilisation d'eau, mais dont vous voyez que c'est en quantité qui ne sont pas négligeables, jusqu'à 5, 6 000, 7 000 mètres cubes d'eau qui seraient épandus à l'hectare, on peut, avec ça, accroître très fortement le potentiel de la ressource. Et à l'image de ce que l'on imagine dans des systèmes d'élevage particulièrement intensifiés, il ne faut pas se faire de mourons, dans tout ce qui est la production de ressources, entre autres de céréales, on voit bien là aussi comment des grands projets là se sont mis en place et de plus en plus se privatisent maintenant sur de très grandes surfaces pour monter à des niveaux très hauts de performance là, et produire des céréales. Et vous voyez qu'on réalise des potentiels qui vont être 2 à 3 fois supérieurs à ce que l'on peut faire naturellement avec l'eau pluviale. Ceci dit, ça pose bien évidemment des questions d'efficience d'utilisation de l'eau et il faut savoir que là-dedans, dans l'eau, autour de l'eau et de ces systèmes, il y a des gaspillages mais qui sont assez monstrueux et des progrès dont on connaît bien les recettes mais qui sont très important à concevoir là dans le futur, quoi. Et si on compare une illustration assez simple du nombre, de la quantité de grains en tonnes là, que l'on va pouvoir produire, ou en grammes de grains pardon, par litre d'eau apportée, vous voyez bien comment le fait d'avoir bien géré de l'eau ou mal géré, on va gaspiller ou pas. On comprend là sur différentes grandes céréales qui sont le maïs, qui est champion là, dans la productivité, le sorgho ensuite, et puis le pearl millet qui est
un millet là, fortement utilisé dans pas mal de zones plutôt sèches, là. On voit bien comment une gestion plus ou moins adaptée là, de l'eau va amener à une efficience qui est variable, quoi. Autre aspect également que Harry souhaitait mettre en avant, là, et parce que c'est pour lui un objet, comme pour tous d'ailleurs, de questionnement assez fort, c'est l'évolution démographique qui est particulièrement différenciée que l'on a à travers la planète et les différentes zones agroécologiques, quoi, et où bon, les ressources et leur accès, chez nous, on imagine effectivement de faire des cultures, de remettre plus en prairie, d'aménager l'espace qui est relativement peu contraint. À la question posée à un Indien de savoir pourquoi ils ne font pas un peu plus de fourrage là, dans leur système, ils disent mais on n'a pas de place pour ça. Tout ce que l'on fait, c'est essentiellement pour nourrir le 1,4 milliard d'habitants que l'on est. Et on ne peut donner aux animaux que des résidus. Et donc ils ont des systèmes qui sont essentiellement basés sur des sous-produits ou des coproduits de la culture, quoi. La paille de riz, on avait des montagnes là. Et ça laisse effectivement, par rapport à des questions qui ont été évoquées, ça fait un peu rêver là sur l'enjeu qu'il pourrait y avoir, par exemple, à améliorer la digestibilité de la paille de riz, ne fût-ce que de quelques points. En quoi est-ce que ça permettrait de rendre des systèmes plus efficients? On voit là effectivement à travers cette évocation aussi des rendements des cultures et de ce que la FAO projette là pour le futur. À 2030, on voit que les grandes marges de progrès, ça va se trouver essentiellement sur les trois grandes céréales, le maïs, le riz, le blé. Et puis qu'au plus on va vers les céréales un peu plus mineures et en partie vers les légumineuses, on a des rendements là qui sont potentiellement nettement moins élevés. Ça traduit aussi ça, les efforts de recherche, bon, qui sont pas toujours équitables ou qui n'ont pas toujours le même poids suivant les milieux dans lesquels ils se font, quoi. Le développement spectaculaire du maïs, c'est quand même lié aux économies riches et pas, on n'a pas observé exactement la même chose là sur le sorgho et encore moins sur le millet, quoi. Rendement du biomasse des différentes ressources, cette partition aussi entre le tropical et le tempéré qui quelque part dénote de l'enjeu sur le futur et où c'est clair que les grands développements futurs en matière de production de ressources agricoles globalement, hein, on ne parle pas nécessairement de ce qui va être l'élevage, on voit bien que le monde tropical, parce qu'il y a plus de soleil, parce qu'il y a plus d'eau, parce que il y a un potentiel là et une capacité à produire de la biomasse qui est nettement plus importante que dans les zones tempérées, quoi. C'est pas pour ça qu'on achève les meilleurs rendements dans ces zones-là pour le moment, mais certainement que l'efficience productive est beaucoup plus élevée là qu'elle ne pourrait l'être chez nous, quoi. Rendement en protéines de différentes ressources, bon, là c'est une comparaison et une mise en perspective un petit peu des différentes ressources azotées que l'on peut avoir et surtout qui montre comment, bon, c'est pas parce qu'on produit des quantités importantes de protéines que nécessairement elles vont être utilisables. Et donc, on voit bien comment, à travers cette évaluation là, qui a été faite à barre de mesure, là, réalisée, je pense, là, à l'URZ, on voit les tonnes de protéines qui sont produites à l'hectare, mais derrière ça, quelles sont les tonnes de protéines digestibles qui peuvent l'être par les ruminants, et la même chose, comme ils font des travaux à la fois sur ruminants et sur monogastriques, vous voyez bien que la valorisation va être très différenciée suivant les espèces animales. Bon, je vais pouvoir vous refaire le dessin, un ruminant ne digère pas de la même manière qu'un monogastrique, mais ça amène là, effectivement, une spécificité et des valeurs particulières ou des fonctions particulières que l'on peut attribuer aux différentes ressources. Efficience des productions animales et évaluation multicritères des ressources. Et bon, je pense à ça quelque part, et ça fait partie du projet qu'a l'unité là-bas. L'URZ, c'est cette notion ou cette idée là de regarder sous différents angles des ressources. Bon, ça part du postulat que l'efficience des productions animales implique nécessairement une utilisation accrue et bien organisée des biomasses végétales disponibles, et j'ajouterai là dans le milieu autant que possible, quoi.
C'est clair que on peut faire de l'efficience de production laitière au Vietnam en important tout le blé, et le maïs et le tourteau ou le soja lui-même des Amériques, de l'autre bout du monde. Mais c'est pas vraiment ce qu'on va imaginer être un système durable. C'est le même problème que les Hollandais, dont je découvrais là, dans ce même séminaire, qu'ils produisent 3 fois plus que leur consommation. C'est entre 3 et 6 fois. Et bien évidemment, ça ne se fait pas avec les ressources locales et qu'ils importent donc pour réaliser cela des quantités mais considérables d'aliments qui viennent du monde entier et que donc il leur reste les résidus. Et on comprend derrière que si c'est efficient sur le plan économique, ça ne l'est peut-être pas toujours sur un plan environnemental et puis ça pose beaucoup de questions. Donc l'idée est quand même toujours d'essayer de valoriser au mieux des ressources dans un milieu ou une écologie organisée. Que l'évaluation multicritère, si on veut l'entreprendre, elle doit être réalisée en ne mettant pas tous les mêmes critères à toutes les mêmes ressources et que derrière ça, il y a l'idée que, bon, on peut hiérarchiser aussi la vision que l'on a. Vous avez une première hiérarchie qui, bien évidemment, met en avant la valeur alimentaire et puis des valeurs environnementales, éventuellement énergie, éventuellement santé. Suivant les contextes où on va utiliser ces ressources, on peut bien évidemment mettre en avant d'autres aspects, mettre en particulier l'énergie en avant ou la valeur environnementale. Bon, la hiérarchie des critères va être quelque chose qui peut varier selon les systèmes. Un court panorama des ressources et puis des intérêts comparés, quoi. Bon, graminées et prairies. Bon, il y a un très fort potentiel de production, des graminées qui sont sélectionnées. Quand on voit ce que peut apporter du panicum ou du brachiaria, par exemple, lorsqu'il est irrigué, cultivé avec des niveaux de fumure importants, on réalise sans difficulté 25 à 30 tonnes de matière sèche. Dans les environnements du Nord, une prairie bien conduite va faire 7, 8, 9 tonnes. Pour autant qu'on n'y mette pas 1000 kilos d'azote. Mais ça montre là que dans le tropique, comme je l'évoquais, là, on peut avoir des potentiels de production pour le futur là, qui sont tout à fait intéressants. La compétition se fait de plus en plus importante. On n'en parle pas souvent, mais bon, cette notion-là de land grabbing et d'utilisation de plus en plus importante des terres pour faire de la culture, en général, ça se fait au détriment, entre guillemets, des prairies ou des zones qui sont plutôt dévolues à l'élevage. Rappelez que dans ces milieux, il y a une biodiversité naturelle et une sélection génétique qui offre une gamme de graminées qui sont certes moins productives, mais qui le plus souvent sont quand même beaucoup plus adaptées aux conditions agroécologiques locales. Il y a cette notion-là quand même d'un milieu dont il faut maintenir la biodiversité. C'est clair que les 80 millions d'hectares de Brachiaria brisanta au Brésil posent quand même parfois question sur la perte totale de biodiversité et puis les risques derrière que ça peut amener en termes de maladies. Et puis certaines graminées sont atypiques et exceptionnelles. Et venant de la Guadeloupe, Harry nous cite bien évidemment la canne à sucre qui est à la fois un aliment pour les ruminants et les monogastriques et puis peut apporter aussi des services agronomiques, écosystémiques, produire de l'énergie. On voit bien la multiplicité des fonctions que peut avoir cette graminée. C'est un peu chiant ce truc. Voilà, je vais y arriver. Légumineuses, herbacées et prairies, bon, point de productivité nettement moindre. C'est clair qu'avec une prairie une culture de leucéna ou de stylosanthès ou de luzerne, on va pas aller beaucoup plus loin que 10 à 12, 13, 14 tonnes là, de matière sèche. C'est relativement aux graminées, ça paraît moins important, mais c'est par contre beaucoup plus riche en termes de valeur alimentaire et ça apporte des compléments en protéines qui sont hautement importants. Et puis, les légumineuses ont bien évidemment une multifonctionnalité évidente en termes de services agronomiques, de retour de fertilité,
d'apport d'azote, de phosphore là, dans les sols, de santé également des animaux à travers ce qu'on évoquait là sur les métabolites secondaires. Et puis si on regarde les valeurs environnementales, bon, la production de méthane est évidemment réduite lorsqu'on utilise des légumineuses. La production de CO2 est également réduite dans la mesure où on utilise moins d'engrais, ou la consommation en tout cas de ton équivalent CO2 dans le cycle de vie de la culture est moindre. Et puis on aura également moins de pollution dans les nappes. Les arbustes et arbres fourragers, bon, c'est clair qu'on a un petit peu oublié ça dans nos civilisations du Nord, mais dans beaucoup de milieux, ils constituent une ressource tout à fait intéressante et importante et qui peut être utilisée pour diverses fins, parce qu'ils sont à la fois adaptés à la chaleur et à la sécheresse, qui permettent de fortes productions de biomasse. Plus de 30 tonnes de matière sèche à l'hectare par exemple, et qui peuvent être fractionnés entre des fractions de différentes valeurs, de grandes valeurs nutritionnelles pour les animaux. Les cultures de mûrier, je voyais ça, c'était au Sénégal. C'est assez extraordinaire quoi, de voir comment on pouvait avec ça faire un complément protéique de très haute valeur là, pour les animaux, puis également utiliser le reste, la partie lignifiée pour faire de l'énergie. Bon, ça rend des services agronomiques évidents dans tout ce qui est les la modulation du climat dans un milieu donné. Par exemple, le fait de planter au Brésil, c'est devenu un grand motif, là, ou leitmotiv. Amaury pourra témoigner là-dessus, sur le fait de cultiver, faire de l'agro-sylvo-pastoralisme, d'alterner à la fois de la culture d'herbes, des plantations d'arbres, de teck et autres eucalyptus, et puis de l'élevage. La combinaison des uns et des autres est tout à fait positive et bénéfique. Également des aspects santé, énergie, et sur un plan environnemental, c'est clair que la foresterie permet de créer un puits de carbone et de réduire les productions de méthane. Pour conclure, là, quelques perspectives de recherche, bon, pas approfondies de manière très importante, mais qui est plutôt bon, un message assez clair, quoi, qu'il faut, au-delà de cette vision assez conceptuelle que l'on peut avoir là, sur les ressources et leurs efficiences, c'est vraiment important, je pense, de rentrer dans des définitions et des standardisations, surtout d'indicateurs, des mesures, un petit peu comme on l'a vu évoquer, là, le fait de comparer différentes ressources et leur potentiel d'émission de méthane avec une méthodologie donnée. Bon, ça donne des éléments pour se mettre à regarder les ressources de manière beaucoup plus polyfonctionnelle ou multifonctionnelle que celle que l'on a eue classiquement, simplement de nourrir des animaux, quoi. Et cela suppose par contre aussi d'accompagner ça par une analyse, quand même, des réponses multiples que les animaux peuvent avoir à l'ingestion de ces ressources ou de combinaisons de ressources, et que dans ce sens, le développement d'outils qui permettraient de modéliser la combinaison de ces éléments est également quelque chose d'important. Voilà, on peut remercier Harry pour la contribution et on peut entamer quelques questions. Je ne sais pas si je dois remercier Philippe, Harry, Harry. Al, parce que j'ai vu que dans le call me Al, j'ai vu que c'était Harry Archimède et Al, donc tu es aussi Al. Je suis dans le Al. Donc c'était pas un exercice facile et c'était néanmoins très clair. Je pense que j'aurais pas été capable de faire ça. Moi j'avais un petit commentaire à faire déjà pour ceux qui sont intéressés par la question de l'eau. Là, demain, si vous allez aux 3R, il y a, je pense, une communication intéressante que j'ai vu passer de Armel Gac sur ces questions et sur l'analyse de l'efficience d'utilisation de l'eau en système laitier, qui est une question assez pointue parce qu'il y a beaucoup de méthodes qui à l'heure actuelle sont présentes sur le marché, comme dirait l'autre, pour analyser ça avec, suivant les objectifs qu'on a, des choses qui sont à regarder de près. Donc je pense que ce sera intéressant pour ceux qui veulent regarder ça. Moi j'avais peut-être un commentaire parce que souvent on a tendance à regarder les ressources alimentaires que sous l'angle biochimique et valeurs alimentaires, énergie, protéines, etc.
Il y a un angle qui est assez étonnant, sur lequel on manque souvent d'informations, c'est la question de l'ingestibilité. Moi, ça me ramène à ma jeunesse, mais quand on était sur les questions des arbres, justement, on a des grosses surprises parce que c'est des valeurs énergétiques qui sont relativement faibles, mais des ingestibilités qui sont extrêmement élevées. C'est des fourrages qui sont souvent... on est surpris par les consommations de ces aliments et qui présentent souvent effectivement beaucoup de lignine, y compris dans les feuilles en tant que telles, mais par contre une lignine qui n'a pas l'air d'empêcher en fait l'accès au reste de la plante, hein, parce que c'est plutôt des cuticules et pas des structures lignifiées comme dans les graminées. Et ça change beaucoup, on a l'impression quand même, la capacité de l'animal à consommer ces aliments qui du coup peuvent atteindre des niveaux élevés, donc présenter un peu dans nos relations classiques digestibilité-ingestion, c'est souvent des aliments qui sortent un peu de l'épure que l'on a classiquement, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres ressources qu'on n'a pas trop regardées sous cet angle-là, qui seraient sûrement un peu intéressantes à découvrir, et on voit des pays qui testent de nouveaux fourrages au Brésil ou autres, avec des nouvelles cultures qui sont assez décoiffantes, avec des rendements qui sont aussi très très impressionnants dans certaines situations sur des cultures. Et je pense qu'il y a énormément à regarder au niveau de cette diversité des ressources en tant que telles. Des questions à Philippe, Harry, Al sur ces ressources, des avis, des commentaires, parce que vous devez aussi avoir vos expériences sur la question, j'imagine. Pas de questions particulières en plus de ça. Ah. Moi, c'est pas une question. Il y a un point qui n'a pas été abordé ni par Harry ni par Al. C'est l'utilisation des surfaces herbagères pour faire des biocarburants. Et ça, est-ce que éventuellement, Philippe, tu pourrais commenter là-dessus Qu'est-ce que tu penses de ces utilisations que beaucoup de gens préconisent? Ça a été, oui, un sujet il y a quoi, une dizaine d'années. C'est vrai que c'était impressionnant quoi, de voir l'engouement et l'intérêt international porté à la production là, de biocarburants. Par contre, le constat qu'on peut faire là, depuis quelques années, c'est que depuis que aux États-Unis, on a légalisé et intensifié de manière extraordinaire le gaz de schiste et qu'on a sans doute levé le pied aussi sur l'idée de récolter du maïs pour le mettre dans l'industrie des biocarburants. Je pense que les mécanismes là, de financement et de soutien qui avaient été lancés pas mal par Bush là, à l'époque, euh, tout ça a pas mal changé et c'est assez étonnant là, de voir comment dans le débat international agricole, le sujet de la compétition énergie là, sur les terres, et je l'entends moi de moins en moins. Quoi. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas toujours, mais il semble largement confiné là, à quelque chose qui de plus en plus devient marginal. Quoi. Par contre, là où on voit des enjeux assez forts, et ça c'est monté fort en puissance avec les émeutes de la faim, c'est la question de la production alimentaire et l'intérêt tout d'un coup que les grandes sociétés financières qui n'ont d'autre objectif que de faire de la croissance à deux chiffres, ils n'en ont strictement rien à cirer de ce qu'elles produisent, mais investissent beaucoup et ont une volonté d'investir beaucoup là, dans de la production alimentaire, de ressources alimentaires, quelles qu'elles soient, que ce soit pour aller dans l'élevage ou pour alimenter les populations avec des céréales de base. Quoi. Donc il me semble qu'on voit moins cette compétition, mais bon, c'est une perception que j'en ai. Mais j'entendais encore ce matin là, que le prix du pétrole décroît et que de plus en plus il a du mal à être compétitif avec la montée en puissance là, des autres nouvelles formes d'énergie, qui soient énergie renouvelable ou entre autres gaz de schiste. Là.
Oui, juste pour illustrer là sur la question de l'énergie et dans le cas de Guadeloupe, justement sur la canne à sucre, sur cette question de multifonctionnalité des ressources et donc de la canne à sucre comme énergie qui produit énormément de biomasse et notamment un projet aujourd'hui Ciradinra sur l'utilisation de la canne énergie sur le territoire et l'allocation des terres justement dans le cas de la Guadeloupe, il y a une grosse partie des terres qui a été polluée à la chlordécone. La question se pose aussi l'utilisation de ces terres-là pour demain et donc la question d'utiliser la canne à sucre pour produire de l'énergie justement. Donc voilà des ressources entre guillemets multifonctionnelles pour un usage diversifié des territoires aussi et des surfaces en fonction de leurs caractéristiques. Qui pourrait être intéressant, enfin qu'on observe nous, il y a eu un bon projet sur les prairies qui s'appelait Multisward et qui montrait quand même que justement la diversité des ressources, y compris dans un couvert prairial, était souvent un facteur d'intensification double, à la fois de la production fourragère et de la production des animaux. Tu as cité les questions des services rendus, il y a des... C'est parce que je dois être devant le haut-parleur. Il y a des bénéfices que tu as montrés chez le Leucocéphala qu'on retrouve, le Sénat Leucocéphala qu'on retrouve aussi dans la chicorée ou d'autres plantes comme ça. Mais dans les associations, notamment graminées, légumineuses et autres dicotylédones, souvent il y a des bénéfices mutuels des plantes qui présentent des intérêts au-delà de la somme de chacune de ces ressources dans l'association, à la fois sur les vertus agronomiques et sur les vertus, entre guillemets, de la ration pour les animaux, qui est un enjeu sûrement à travailler parce qu'on a eu plutôt tendance à avoir des régimes, entre guillemets, en limitant le nombre de fourrages plutôt qu'en les diversifiant. Et je pense que c'est souvent une stratégie qui mériterait d'être regardée à la fois pour sécuriser les systèmes fourragers et pour sécuriser aussi la ration elle-même en termes de diversité des nutriments et des choses comme ça, pour lesquelles on a encore du mal à avoir des recommandations. On est encore sur des recommandations sur les éléments majeurs, mais pas sur la diversité éventuellement des éléments mineurs des aliments. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent ajouter sur... Là-dessus, tu as tout à fait. Enfin, je trouve que c'est important de le citer parce que c'est aussi une des conclusions, je ne veux pas dire majeures, il n'y a pas que ça, mais dans le projet Animal Change, qui est un projet qui est centré essentiellement sur l'adaptation et la mitigation dans les systèmes d'élevage vis-à-vis du changement climatique, entre autres. En Europe, bon, tout le monde craint le changement climatique et on appréhende de plus en plus l'évolution du futur et donc comment s'adapter tout en tâchant d'atténuer. Et une des grandes, entre guillemets, j'aurais tendance à dire un peu redécouverte parce que je trouve que c'est quand même pas quelque chose de vraiment nouveau, mais c'est assez curieux derrière ça au second degré de se dire voilà comment on redécouvre par exemple la valeur là, des prairies qui sont pluriespèces ou qui vont associer des graminées et des légumineuses. Et c'est quand j'évoquais tantôt le fait de faire 1 kilo par jour avec des bovins au pâturage, c'était sur des prairies, pas n'importe lesquelles, qui étaient essentiellement faites à très bas niveau de fertilisation et surtout de maintien et de soutien là, de la combinaison trèfle-régras dans des prairies, lesquelles, comme tu l'as dit, Philippe, sont un élément fort de l'ingestibilité ou de l'appétabilité, comme on dit, de la ressource. Donc ça faisait en sorte que l'animal était nettement plus efficient qu'il n'aurait été dans une prairie composée de régras purs et où on voit bien là comment, effectivement, autour de questions d'efficience, là, le mythe de la plante unique cultivée seule en tant que telle et dont on va absolument optimiser la performance, là, face à des visions là, qui doivent adresser à la fois je dois être productif mais également m'adapter à un changement climatique et les légumineuses pour ça ont une aptitude à aller chercher de l'eau, des mélanges de dactyles, luzerne sont
par exemple, ce qui est le plus préconisé dans les régions du Nord pour s'adapter à des conditions qui soient plus séchantes ou qui soient moins humides. Mais ça peut être des réponses et où la biodiversité, ou une forme d'écologie quelque part un peu recomposée, sont des réponses en termes d'efficience tout à fait exemplaires, quoi. Vincent, oui. Oui, juste pour rebondir sur ces aspects, donc je peux témoigner de ça sur le bracaria, qui est effectivement une espèce très, très, très productive, très employée au Brésil. Et on constate qu'en Guyane, des espèces un peu différentes du Brésil, mais des bracarias associées à des légumineuses. Donc ça donne des pâturages relativement productifs, durables. Donc on se demande comment des pâturages qui ne sont pas nettoyés par le feu, à la différence du Brésil. Donc il y a un impact sur le stockage du carbone assez différent. On a des stockages de carbone importants. On a des pâturages à bracaria qui sont installés depuis plus de 30 ans, avec des intrants très très faibles en azote, quasiment pas de fertilisation, avec entre 5 et 30% de desmodium, par exemple, une espèce assez courante. Et bien voilà, donc ça donne des pâturages très durables, productifs, et donc avec une valeur alimentaire supérieure. Et puis des effets induits sur le stockage du carbone assez importants. Donc effectivement, l'espèce, par exemple en Guyane, c'est 90% des pâturages est composé d'un Bracaria muticola. Et il paraît évident, quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, comme tu le dis, qu'une diversité à l'intérieur de ces systèmes, en général quasiment monospécifiques, paraît souhaitable et est source d'une multifonctionnalité assez impressionnante. Merci. Et ce thème, quand même, dans certaines de nos recherches par rapport aux différentes transformations de l'élevage dans la zone cotonnière du Mali, on s'est rendu compte quand même qu'il y a de plus en plus la transhumance au niveau des agriculteurs, des cheptels. On a essayé de comprendre un peu ce phénomène par rapport à l'analyse des modes de gestion des ressources pastorales suivant un gradient nord-sud qui prend en compte un peu l'occupation, l'emprise foncière, les changements climatiques, surtout liés à la pluviométrie. On s'est rendu compte quand même au niveau nord, qui correspond au vieux bassin cotonnier, où l'emprise foncière est très importante, avec une forte réduction de l'espace pastoral. Donc, de plus en plus, la transhumance à ce niveau s'est faite en hivernage. Donc, il n'y a plus d'espace pour les animaux qui sont obligés de remonter au niveau du sud. Donc, c'est une condition qui a été imposée par l'occupation. Donc, effectivement, le choix de la ressource dépend de ça. Donc, pour un peu pallier à ce système et améliorer, pour maintenir les animaux au niveau de cette zone en saison sèche, donc les gens ont fait un retour à la culture, aux cultures fourragères, notamment les légumineuses. Et là, c'est une pratique qui, à son temps, avait été introduite depuis le début des années de sécheresse par la FAO dans les années 78 pour anticiper sur cette question, qui a eu peu d'intérêt pour les populations, parce qu'en réalité, ils ne percevaient pas très bien la question des crises alimentaires pour les animaux. Jusqu'à ce moment, il y avait quelques réserves qui permettaient un peu de soutenir les animaux pendant ces périodes de saison sèche. Mais ça s'est accentué jusqu'à ce que les ressources ne pouvaient plus subvenir aux besoins des animaux. Donc il y a ce retour maintenant avec une forte demande en termes de culture fourragère. Donc actuellement, une des limites qui se pose maintenant, c'est la semence. Le coût est un peu élevé, parce que si vous prenez les kilos de styloxanthès, ça fait à peu près 6 000 le kilo, 6 000 francs CFA. Donc, tous les paysans dans ce coup n'ont plus accès à ça.
même s'ils ont les soucis d'améliorer le disponible fourrager, mais à quelque part, il y a ça quand même dans nos recherches futures. On essaie quand même d'introduire quelques parcelles de multiplication de cultures fourragères. Mais contrairement juste un peu au sud où on a encore la jachère qui permet un peu de restaurer la fertilité et avoir un peu de ressources. Bon, jusqu'à présent, l'intérêt est un peu faible pour ces ressources, mais eux, ils commencent à descendre en saison sèche avec les animaux jusqu'en Côte d'Ivoire. Bon, là, c'est la mobilité qu'ils utilisent un peu pour gérer la ressource et un peu répondre à cette question de disponibilité des fourrages. Donc, tôt ou tard, ce qui est sûr, on est en train d'anticiper toujours un peu, de les sensibiliser, introduire aussi à ces différents niveaux, dans différentes recherches, dans le cadre d'un projet basé aujourd'hui, qu'on conduit avec le CIDAD en appui. Et là, quand même, on associe les cultures fourragères avec le maïs et le niébé aussi, et le fourrage est utilisé suivant les objectifs dans l'alimentation pour produire du lait ou bien de la viande, et pour certains conditionner le problème, les bœufs de labour, qui est un facteur important parce que ça retarde même le démarrage des activités de culture si les bœufs ne sont pas en condition. Donc de plus en plus, ces contraintes obligent les paysans à s'engager sur certaines de ces innovations qui ouvrent quand même des perspectives d'accompagner et ainsi d'améliorer tous ces systèmes et pour mieux gérer aussi la fertilité. C'est pourquoi on a mis un peu l'accent sur les légumineuses qui ont l'avantage de restaurer aussi la fertilité, qui est un problème aussi très pointu aujourd'hui. Dans les zones, c'est deux problèmes majeurs. Soit c'est l'alimentation des animaux, la baisse de fertilité. Donc comment répondre à ça? Maintenant, amener les paysans à s'intéresser à ces innovations. La plupart, on met des légumineuses et herbacées ou bien fourragées, telles que le sénat et autres aussi. Certains sont beaucoup intéressés et pour ces différentes technologies. Et là, quand même, c'est un intérêt vraiment affirmé, quand même, qui ouvre des perspectives pour mieux accompagner nos producteurs dans ce sens. Et c'était quand même, on voit que là aussi, au niveau nord, le stockage est très développé parce que la crise est réelle dans un but alimenter les animaux, mais aussi produire la fumée organique. Donc, tous ces aspects amènent les gens à mieux stocker tout ce qui est résidu, ensuite faire mieux articuler l'intégration agriculture-élevage et aussi tout en visant bien sûr la durabilité des systèmes déjà beaucoup fragilisés dans ce système. Merci beaucoup. Voilà une belle évocation de ce que c'est que la complexité d'un système qui combine à la fois des ressources des animaux et qui surtout porte un certain nombre d'idées sur des solutions possibles, quoi. Même si les problèmes sont complexes, on peut, moyennant de la connaissance, un certain nombre d'éléments qui sont quand même très centrés sur la ressource, cultiver des légumineuses ou les stocker ou les utiliser de telle manière pour pouvoir nourrir les animaux qui ensuite vont labourer. On voit comment, on est loin bien évidemment des systèmes du Nord, mais ça représente quand même ça, 60 à 80% probablement de l'agriculture mondiale, hein, en termes de nombre de personnes et puis même de quantité produite, qu'on l'oublie souvent ça. On pense que tout se fait dans des systèmes bien hyper performants. Non, ils sont très loin d'arriver à couvrir la demande alimentaire mondiale. Et c'est important, quoi, de pouvoir regarder à différentes échelles, mais comme on l'a un peu vu au cours de la journée, à la fois ces questions d'animaux, de ressources, et puis d'espaces qui sont occupés plus ou moins densément, comme l'évoquait Harry, là, par des populations et qui amènent à pas mal de recomposition. Je pense que ça va être le temps d'un petit café, et puis on accueille notre ami Emmanuel Torquebio, qui lève la main, et qui après la pause, là, nous fera un petit court topo là, sur ce que c'est que cette idée là de Climate Smart Agriculture. Puis on débattra un petit peu ensemble, on discutera là effectivement des liens qu'il peut y avoir entre cette vision efficience
des systèmes et de leurs composantes, et puis cette idée du futur.